Observation visuelle, une présentation que j'ai faite lors des dernières rencontres du ciel et de l'espace en novembre 2024 à la Cité des Sciences. Donc j'en fais profiter tout le monde. Donc c'était un alibi pour présenter, pour faire une comparaison entre l'observation visuelle et la pratique sportive. Juste un alibi pour décliner un petit peu les différents facteurs de l'observation visuelle. Donc le sous-titre c'était de la pratique de loisirs au sport de haut niveau, parce que j'ai essayé de... Bon, bien sûr l'activité sportive est un petit peu hiérarchisée, ou en tout cas différenciée, et l'activité amateur peut également l'être, enfin, sous certains côtés. Donc notamment au niveau de l'expérience, hein, là vous avez un observateur débutant en haut à droite avec un 115-900, et puis en bas bon, vous avez l'observateur qui prend la photo, mais qui dispose d'une instrumentation un petit peu plus élaborée, et avec pas mal d'années d'expérience en plus. Donc on va dire qu'il a peut-être atteint un certain niveau. Alors est-ce qu'il est expert et en haut niveau? Là je vous laisse seul juge. Mais en tout cas c'est sûr que c'est pas le même niveau que l'individu de la photo du haut. Alors ça peut être aussi une pratique différente au niveau en tout cas des résultats obtenus, qui s'améliore forcément avec l'expérience. En termes de ciel profond, on capte plus de détails quand on fait du haut niveau, et on capte des objets plus faibles également. Donc voilà, ça peut jouer sur ces deux paramètres-là, en tout cas en ce qui concerne l'observation du ciel profond. Et bien sûr, en observation planétaire, c'est un peu la même chose, principalement au niveau des détails, qu'on capte plus facilement, plus vite, avec l'habitude et l'expérience. Ça peut se traduire également en termes de variété d'objets, puisque les sentiers battus sont généralement l'apanage du pratiquant loisir, pendant que les objets exotiques sont plutôt privilégiés par les spécialistes du haut niveau. Donc voilà, c'est la notoriété des objets. On passe généralement par les messiers au début, et progressivement on pourra attaquer les catalogues beaucoup plus exotiques avec l'expérience. Ça se traduit aussi également enfin en termes d'instrumentation, puisque on va dire que en loisir on peut peut-être se contenter d'instruments modestes et de débutants. Et par contre ensuite généralement on verra les spécialistes utiliser des télescopes de plus en plus importants, surtout en ce qui concerne le ciel profond. Et en ce qui concerne l'observation planétaire, bien sûr les utilisateurs seront bien plus exigeants sur la qualité optique. Donc en ce qui me concerne, j'ai eu une pratique sportive et j'ai eu une pratique visuelle au niveau astronomique. Donc c'est pour ça que ce parallèle me parle, et que ça me permet de l'illustrer. Donc l'individu à gauche que vous voyez sur une photo qui est du temps des films Super 8, un instantané de films Super 8. Donc c'était un autre siècle que je pratiquais le saut à la perche. L'observation visuelle, j'ai commencé à peu près un petit peu après la perche. Par contre, bien sûr, j'ai arrêté le saut à la perche et je suis encore en train de faire de l'observation visuelle. Donc ça me paraissait intéressant, enfin vous allez le voir par la suite, de faire ce parallèle, surtout en cette année olympique, puisqu'il y a eu un petit événement compétitif sur la capitale parisienne. Je voulais commencer quand même par parler d'un sportif qui a passé par un petit peu tous les stades, sur tous les côtés que je viens de développer. C'est William Herschel qui a découvert, bien sûr, son fait d'armes le plus important, c'est la découverte de la planète Uranus. Mais bien sûr, il a également découvert plein d'objets du ciel profond. Donc il a commencé amateur avec des petits instruments, il a fini professionnel avec des grands instruments, un télescope de 1 m 20. Il était non seulement observateur mais en plus théoricien, puisqu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait et puis il échafaudait des théories. Et il a été constructeur d'instruments puisqu'il fabriquait lui-même ses télescopes. Donc c'était à la fois un spécialiste en observation et en même temps un polyvalent, puisqu'il maîtrisait un petit peu tous les domaines de l'astronomie.
Et il a dit une phrase célèbre qui est que l'observation est un art qui peut s'apprendre. Et ce qu'on a résumé dans notre ouvrage collectif Astrodessin par la phrase observer s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qui nous a parlé et le parallèle était intéressant. Alors on va parler maintenant de performance sportive et on va voir si on peut parler de performance visuelle par la suite. Donc la performance sportive, ça peut se mesurer. Par exemple au saut à la perche, on mesure la barre qu'on franchit et donc plus on franchit une barre haute, meilleur on est. Donc là, et par contre, au saut à la perche, c'est de l'opposition indirecte. Hein. Les adversaires, on les affronte pas en même temps. C'est-à-dire que chacun son tour, on saute. Et il n'y a qu'ensuite qu'on peut confronter les performances de chacun pour voir qui était le meilleur. Bien sûr, il y a d'autres activités sportives où c'est une opposition directe. Hein. Des sports de combat, les sports par équipe, collectifs, souvent sont en opposition directe. Et là, c'est plutôt la confrontation directe avec l'adversaire qui fait qui permet d'évaluer une performance. Donc il y a plusieurs facteurs qui influent en tout cas la performance sportive. D'abord des facteurs techniques, c'est-à-dire la maîtrise un peu du geste, les habiletés motrices, la coordination des gestes entre eux qui permet de réaliser un geste le plus performant possible. Ensuite, il y a des facteurs physiques, bien sûr, l'état physiologique de l'athlète, sa puissance musculaire, son endurance, son explosivité, et sans oublier sa souplesse, donc qui lui permet de réaliser le mouvement sportif, le geste sportif. Il y a une part aussi importante des facteurs stratégiques, le choix de la hauteur à laquelle on va commencer, il y a un système soit à la perche qui permet de ne pas franchir certaines barres et d'attendre la barre suivante pour s'économiser énergétiquement parlant. Bien sûr, il y a aussi une part de bluff, hein, on peut faire croire aux autres qu'on est très fort, et ça peut les déstabiliser. Donc tout ça, ça fait partie des facteurs stratégiques. Ensuite, il y a des facteurs mentaux, la concentration, la confiance en soi, en tout cas au saut à la perche, ça prend une grande part, la positivité, et bien sûr, il y a une part de courage aussi, parce qu'on prend un petit peu des risques, donc il faut les affronter avec courage pour performer. Il y a des facteurs sociaux, donc là c'est un petit peu plus à l'extérieur de l'athlète, c'est un peu les facteurs qui sont autour, annexes. Donc il peut y avoir de l'émulation quand on fait partie d'un groupe d'entraînement par exemple. Quand on saute avec des camarades, ça peut motiver. L'influence du public bien sûr, si on se sent soutenu ou à contrario si on se retrouve avec un public franchement hostile. Donc là il y a une part de motivation qui est extrinsèque, c'est-à-dire qui est à l'extérieur du sportif. Ça agit là-dessus. Et bien sûr la reconnaissance sociale, hein, si on gagne des médailles, si on commence à être un personnage un peu public grâce à sa pratique sportive, ça contribue c'est un facteur de la performance. Alors là, parlons de la performance astrovisuelle, en tout cas ce qu'on peut en dire. Donc elle aussi, elle dépend de facteurs techniques. Donc c'est un peu comparable. La vision décalée, hein, si on la maîtrise bien, au départ on a un petit peu de mal, mais on s'y forme et on s'y habitue doucement. L'habileté, la facilité du repérage également. Au départ c'est un petit peu fastidieux. À la longue on devient un peu meilleur, voire on peut repérer des objets un petit peu tout seul sans carte. Le dessin aussi, qui fait partie des techniques d'observation. Le fait de profiter des trous de turbulence, etc. Voilà, ou savoir accumuler les glimpses. Ce qu'on appelle le stacking visuel, on en reparlera un petit peu après, c'est voilà, tous ces facteurs techniques entrent en jeu dans la performance astrovisuelle. Il y a des facteurs physiologiques également, alors ils sont bien moins malléables, en tout cas bien moins transformables que pour un sportif, peu modifiables donc en fait, c'est-à-dire bien sûr il faut être en forme, avoir bien dormi, bien s'alimenter, le diamètre de la pupille rentre un petit peu en ligne de compte quand on observe à l'œil nu en tout cas, un petit peu moins derrière un instrument, mais la qualité de l'œil, du cristallin, la sensibilité de la rétine, la chromosensibilité également. Voilà, tous ces facteurs-là se rangent dans la catégorie physiologique.
Il y a aussi quelques facteurs stratégiques, alors peut-être anecdotiques par rapport au sport, mais ils sont là quand même. Si vous faites du ciel profond à la pleine lune, stratégiquement c'est pas un choix qui est très valable. Il vaudra mieux adapter les cibles aux conditions instrumentales de votre instrument et puis de la météo bien sûr. Planifier sa session d'observation, c'est-à-dire prévoir ce qu'on va regarder, dans quel ordre, à quelle heure, etc. Prévoir le passage de ce qu'on veut regarder au méridien, c'est un bon choix aussi, ça permet de l'observer dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, si vous observez des phénomènes temporaires, des étoiles variables ou autres, il faut s'adapter et prévoir. Donc ça fait partie de la stratégie. Les facteurs mentaux, alors on pourrait les sous-estimer, mais ce serait dommage. La patience, la concentration, c'est comme le sportif, ça fait partie des qualités de l'observateur. Et si on est impatient et qu'on n'est pas du tout concentré parce qu'on fait autre chose, on se rend rapidement compte que ce qu'on voit, ça reste un état de surface et on ne plonge pas complètement dans les objets qu'on observe et on ne va pas atteindre la quintessence des détails. Donc voilà, et puis également maîtriser son intelligence émotionnelle, on en reparlera un petit peu après. Son enthousiasme, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est l'enthousiasme. Il y a des facteurs sociaux également. Alors, peut-être un petit peu moins parce qu'on observe quand même souvent seul, enfin en astronomie, même si on a des regroupements où on est côte à côte. C'est plus souvent une pratique solitaire. Mais parfois, si on se retrouve en groupe, il peut y avoir l'émulation. Hein. Entre observateurs, on se dit ah tiens, j'ai vu ça et toi, et voilà. Donc il y a une forme de reconnaissance aussi qui se fait entre observateurs. Et bien sûr, il y a l'acceptation par le milieu. Et puis le partage d'expérience surtout. Hein. Ces rassemblements sont l'occasion de partager. Voilà. Et puis enfin, les facteurs environnementaux, donc là c'est tout ce qui est météorologie, donc comme les sportifs, hein, si on fait une compétition, quand il pleut c'est bien moins facile que quand il fait beau. Donc en astronomie par contre c'est prépondérant, si on observe quand il y a des nuages c'est dommage. Donc la transparence, la turbulence, la température, l'hygrométrie, etc., tous ces facteurs environnementaux qui agissent également comme pour le sportif. Un autre côté du sport, c'est bien sûr la compétition. Et on peut la considérer sous deux angles, hein, la compétition. Il y a un côté rencontre entre athlètes, et il y a un côté affrontement entre athlètes également. Donc en tout cas dans la compétition sportive, généralement, bien plus souvent que la rencontre, c'est l'affrontement qui motive les sportifs à participer aux compétitions, à se confronter un peu les uns les autres. Donc cet affrontement en sport, il s'arbitre généralement en termes de résultats et de classement, comme je l'ai déjà dit. Et malheureusement, il peut en découler une compétitivité exacerbée, qui peut parfois dégénérer en tricherie au vu des enjeux de notoriété et de revenus. Et donc c'est là qu'on tombe dans des dérives un petit peu terribles qui poussent les athlètes à se faire du mal pour leur avenir, direct ou indirect, en termes de dopage. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif de la compétition en ce qui concerne le sport. Alors est-ce qu'on peut parler de compétition en astronomie? Bien moins, même si les seuls affrontements qui sont envisageables, ils pourraient se dérouler dans une queue d'accès au plus gros télescope lors d'un rassemblement. Donc là, ok, on peut concevoir qu'il y ait compétition pour être le premier à l'oculaire. Et on peut aussi également, alors à une certaine époque, maintenant c'est un petit peu moins vrai, mais parce que ça allait quand même pas jusqu'à l'affrontement et à la rivalité, mais il y avait un petit aspect compétitif entre les chercheurs de comètes par exemple, qui cherchaient à trouver les comètes avant les concurrents, parce que c'était ça qui permettait d'accrocher son nom, ou les supernovas, et c'est également les chercheurs de supernovas, ils rivalisaient pour essayer d'observer le plus de galaxies possible et dénicher visuellement des astres avant les autres. Bon, ça c'était principalement entre 1960 et 1990. C'est un petit peu moins vrai maintenant qu'il y a des recherches automatisées et que l'imagerie va un petit peu plus vite que l'œil sur ces aspects-là. C'est
Maintenant, davantage en photographie, hein, qu'ont lieu les compétitions, entre guillemets, comme celle de l'image la plus fine et la plus détaillée. Donc là, il y a des petites rivalités, des petites compétitions, un peu, qu'on pourrait comparer à des compétitions, et qui sont obtenues grâce aux traitements informatiques les plus subtils. C'est plus l'imagerie qui est le champ compétitif maintenant en astronomie, je trouve, que le champ visuel. Alors, le club, il y a des clubs sportifs bien sûr, et il y a des clubs d'astronomie aussi. Donc, sport individuel et observation astronomique se pratiquent seuls, mais aussi occasionnellement en collectif. Et bon, bien sûr, en visuel, on peut être que seul derrière l'oculaire, en tout cas pas tous en même temps, donc c'est les uns derrière les autres. Mais on peut bien sûr collectivement s'y succéder et comparer un petit peu ce qu'on a vu, ou alors observer en parallèle sur deux instruments différents et partager justement les différences. C'est ça qui fait un petit peu la richesse du club. Donc autant le club sportif permet aux sportifs de se rassembler et de s'entraîner ensemble avant d'affronter d'autres clubs ou de s'affronter à l'intérieur du club. Et en astronomie, c'est un peu la même chose. Il y a de l'émulation, il y a de l'intérêt à se regrouper. Donc c'est un autre parallèle qui existe dans les deux cas. Alors on va parler un petit peu d'entraînement. Alors voilà, les définitions de l'entraînement, je vous laisse les lire. Là, c'est l'entraînement sportif dont il s'agit. Et on peut faire un parallèle sur pas mal comme on l'a vu sur les facteurs de l'entraînement. Mais on va le voir. Est-ce qu'on peut s'entraîner en observation astronomique? Donc au centre de l'entraînement sportif, il y a un mécanisme d'entraînement musculaire, ce qui s'appelle la surcompensation. Donc là, vous allez apprendre un petit peu de termes scientifiques en sport, peut-être plus qu'en astronomie et en observation visuelle. Donc en fait, c'est juste les charges d'entraînement, le fait de se fatiguer à l'entraînement et d'aller un petit peu au bout de soi-même, qui occasionne un stress et des micro-lésions musculaires. Donc une fois que le muscle est partiellement détruit, bien sûr, c'est ce qui provoque les courbatures les lendemains d'efforts musculaires. Je pense qu'on a tous subi des courbatures à un moment ou à un autre de notre vie. C'est exactement ça. C'est des charges qui provoquent des destructions et qui sont bien sûr réparées physiologiquement. Mais cette réparation physiologique, elle provoque la création de nouvelles liaisons au sein des fibres musculaires. Ça permet de recruter des cellules souches qui vont venir s'ajouter aux fibres existantes pour renforcer le muscle. Donc qui va se développer un petit peu en devenant plus fort et résistant. Et en fait, ce mécanisme se passe un peu par vague quand on fait de l'entraînement. C'est-à-dire que, comme vous voyez sur la courbe inférieure, on descend, on va descendre son état de forme en le dégradant puisqu'on va se fatiguer fortement et en se faisant des micro-lésions musculaires. Le corps va réparer et il va redevenir un petit peu plus fort que la normale. Et donc là, on va repartir dans un cycle de destruction pour que justement, petit à petit, ces phases de remontée deviennent de plus en plus importantes et qu'on élève globalement le niveau général. Voilà, c'est un peu ça le mécanisme de l'entraînement sportif, le mécanisme principal. Alors, l'entraînement astronomique, bon, là par contre c'est un petit peu différent parce que l'œil n'est pas un muscle et donc on peut pas l'entraîner à la manière d'un muscle en tout cas. Par contre, ce serait plutôt une suite d'apprentissage. Donc l'apprentissage, ça se déroule en 4 étapes. C'est au niveau des liaisons neuronales que l'apprentissage se fait. Donc la première étape, c'est l'encodage. C'est une stimulation coordonnée de groupes de neurones un peu assez précis. La deuxième étape, c'est la consolidation. Donc il y a plusieurs stimulations identiques qui se sont succédées et qui génèrent des nouvelles synapses, c'est-à-dire des nouvelles connexions entre neurones, et qui renforcent la structure entre les neurones. On appelle ça un engramme. La troisième phase, c'est la récupération. Donc là, il faut se remémorer le souvenir. C'est d'autant plus efficace que les conditions se rapprochent de celles des répétitions de l'apprentissage. Donc c'est le mécanisme qui permet de se rappeler de ce qu'on a fait et de s'en servir. Et la quatrième phase, et ça on essaie de l'éviter, celle-là c'est la phase de l'oubli, c'est-à-dire que c'est l'affaiblissement des circuits existants, ou même purement et simplement l'effacement pour faire de la place dans la mémoire. Donc cet apprentissage, il se développe, on l'a vu comment par plusieurs phases et puis de la répétition, etc. Mais il peut aussi parfois s'effacer et s'affaiblir. Donc c'est au moins un entretien. Donc on pourrait résumer ça un petit peu comme ça.
notre ouvrage collectif Astrodessin, c'est comme ça qu'on a défini l'entraînement en observation astronomique. J'ai retrouvé le passage en préparant cette présentation. Donc on faisait un parallèle avec la dégustation avec l'œnologie. Suite à ça, moi j'ai développé quand même une définition un petit peu plus spécifique, en tout cas de la préparation de cette présentation m'a amené à conclure ça, que l'entraînement astronomique c'est vraiment le résultat de l'apprentissage. Donc c'est un apprentissage. Donc voilà, je vous livre ma définition de la chose et à vous de voir si ça correspond un peu à votre vécu. Et si votre vécu est jeune, et ben ça doit vous encourager à le poursuivre. Alors une séance d'entraînement, c'est comme une séance d'observation, hein, c'est un peu l'unité de base de la progression. D'accord, voilà. On peut amalgamer un petit peu les deux. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, voilà. Donc cette séance d'entraînement, voilà, c'est les facteurs qui l'influent, c'est la fréquence, la périodicité. Hein, si vous observez souvent, si vous observez pas souvent, si vous observez régulièrement, pas régulièrement. Si vous observez 5 minutes, 10 minutes, plusieurs heures, voilà, c'est un peu la charge, la durée, l'intensité. Pour un sportif, c'est la même chose. Et il y a aussi, enfin, la spécificité, c'est-à-dire si vous observez vraiment certains types d'objets à chaque fois les mêmes, ou dans un certain domaine, si vous faites du solaire, que du solaire, ou si vous faites que du ciel profond, ou que du planétaire, ou si vous faites un petit peu de tout, vous bagnodez à gauche, à droite, et voilà, c'est faisable aussi, c'est la polyvalence, ça s'appelle. Donc on peut être spécialiste ou polyvalent. Donc le sportif c'est pareil, hein. Plus il s'entraîne généralement, hein, plus la fréquence et la périodicité sont fortes, plus on s'entraîne, plus on progresse et plus on performe. Plus on observe, mieux on voit. Donc la régularité c'est primordial, puisque ça permet de maintenir et de stabiliser le niveau d'apprentissage et donc de performance. En tout cas, bien sûr en entraînement sportif c'est primordial, hein, si on s'arrête un mois, 2 mois, une semaine, alors qu'on a un entraînement vraiment fréquent et bien régulier, on perd tout de suite en performance sportive, ou en tout cas tous les facteurs physiologiques descendent assez rapidement. En astronomie c'est un petit peu moins vrai, c'est-à-dire que si on passe un certain temps sans observer, l'apprentissage neuronal il reste quand même ancré bien plus longtemps que l'apprentissage des fibres, enfin que le développement des fibres musculaires. Donc c'est un investissement à long terme qui est plus valable, qui est davantage intéressant en observation visuelle qu'en sport. Donc je dirais que c'est un peu comme pour le vélo. En astronomie, les acquis, ils sont assez persistants. Donc l'intensité, la charge d'entraînement, c'est la garantie de l'efficacité pour l'activité sportive. Et en observation visuelle, c'est plus l'implication physique et mentale, c'est-à-dire vraiment la concentration. Hein. Si on observe pleinement et entièrement, c'est là qu'on réalise les meilleurs entraînements et en tout cas les meilleurs apprentissages pour progresser en astronomie. Alors ça c'est un exemple de programmation sportive, hein. On planifie les entraînements, on répartit un peu les moments où on fait de la musculation, les moments où on fait certains types de travaux, d'exercices par rapport à d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle une planification. Il y a une répartition annuelle des différentes composantes qui font l'entraînement. Et on découpe ça en cycles, il y a des cycles de travail, il y a des cycles de repos qui s'étalent sur quelques mois. La programmation en astronomie, ça existe aussi, hein. On peut programmer les objets qu'on va observer, on peut programmer les nuits d'observation qu'on va faire en fonction des conditions un peu météo. Donc ça aussi ça se programme en fonction des listes d'objets qu'on a prévu de voir, en fonction de leur horaire de culmination et des périodes favorables. Donc bien sûr tout ça, alors le sportif aussi, hein, il a un petit cahier où il note un peu ce qu'il fait ou ce que l'entraîneur lui a donné à faire. L'astronome, l'observateur, il peut aussi, bien sûr, il doit aussi un peu tenir un cahier d'observation pour enregistrer ce qu'il a fait. Non seulement ça fait des formidables souvenirs, mais en plus ça permet d'ancrer encore plus l'apprentissage et
toutes les connexions dont on a parlé, neuronales, ça permet de renforcer cet apprentissage. Alors, la spécificité ou la diversité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la spécialisation ou la polyvalence. En athlétisme, quand on compare un décathlonien qui a un niveau plutôt moyen, bon dans plusieurs disciplines, à un spécialiste qui, lui, a un niveau excellent dans une discipline, mais par contre, si vous le changez de discipline, il va être généralement faible ou beaucoup plus faible dans les autres. Voilà, ça offre différentes perspectives à la tête. Soit il se spécialise, soit il fait un petit peu de tout. En tout cas, en athlétisme, c'est possible. Pour l'observation, c'est pareil. Il y a des observateurs spécialisés et il y a des observateurs polyvalents. Globalement, les observateurs aguerris sont généralement plutôt polyvalents. En tout cas, la polyvalence, elle n'empêche pas l'excellence. C'est comme si la qualité devenait un élément transversal entre les pratiques d'astronomie. Alors l'entraîneur, le coach sportif, en tant qu'expert, il a un rôle de feedback externe, c'est-à-dire de retour d'information vers l'athlète. Il lui donne sa vision extérieure de la réalisation du geste ou de la stratégie à employer, voilà. Bien sûr, il donne des conseils techniques, il partage son expérience s'il en a, et en tout cas, il a une vision un petit peu d'organisation de l'entraînement. Donc c'est généralement en sport, c'est des échanges directs. L'entraîneur et l'athlète, ils se côtoient sur le même lieu en même temps. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se fait aussi un petit peu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc généralement, c'est une relation de terrain. En astronomie, il n'y a pas réellement d'entraîneur. Enfin, c'est un petit peu plus rare. Ça arrive qu'on ait des amis proches avec lesquels on observe et puis qui partagent leur expérience. Mais c'est un petit peu plus rare, je pense. J'ai l'impression que ça se fait en tout cas un petit peu plus en solo. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc là, je vous ai présenté mes entraîneurs. Hein. Il y a Pierre Bourges, il y a Hubert Reeves, Serge Brunier, et puis Robert Burnham Jr. Voilà, c'est parmi mes mentors les plus marquants. Et donc bien sûr, je les ai, à part le premier Pierre Bourges, les autres je les ai pas côtoyés du tout de près. Je n'ai fait que profiter de leur expérience étalée dans leurs ouvrages. Mais maintenant, ça se fait globalement, bien sûr, sur des moyens un petit peu plus modernes, comme les forums internet, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux au sens large. Et c'est par ces biais-là, souvent, que nos experts en astronomie, en observation visuelle, diffusent leur savoir. Donc là, je vous ai mis notre ouvrage Astrodessin un petit peu en exergue, mais il y a les principaux forums d'astronomie, puis une chaîne YouTube qui est intéressante. Alors le goût de l'effort, en sport, vous voyez à peu près, et puis en observation, j'espère que aussi vous le voyez un petit peu, puisque pour l'effort sportif, ça rime souvent avec la douleur et la difficulté, donc ça se marque un petit peu sur le village. Et alors même si l'observateur, lui, cherche le maximum de confort, il doit affronter lui aussi des obstacles, qui sont le manque de sommeil, l'obscurité, le froid, bien souvent, l'immobilité. Donc l'observateur comme le sportif, il peut endurer des efforts et même y trouver du plaisir à les surmonter. Alors ça, en sport, c'est grâce aux endorphines. Hein, il y a des molécules qui sont sécrétées par le corps qui permettent d'endormir un petit peu la douleur, enfin l'avertissement qui est communiqué par les nerfs, qu'on passe un mauvais moment. Et donc ces endorphines, l'apparition de ces endorphines, on peut y prendre goût. Et pour le sportif, ça peut devenir une dépendance. Hein. Un sportif qui ne s'entraîne pas, il peut éprouver un véritable manque, puisque physiologiquement, il y a une substance à laquelle son corps s'est habitué, les endorphines, et comme il ne les retrouve pas, il va provoquer une douleur pour les retrouver. En astronomie, peut-être un petit peu moins, mais le fait d'affronter le froid, de se retrouver dans des positions physiques un peu compliquées, je ne sais pas si ça provoque du plaisir, mais en tout cas, il faut s'y habituer et passer outre. Et en tout cas, on prend plaisir à ce qu'on voit à travers l'oculaire. Donc c'est un peu ça notre endorphine.
Alors bien sûr, il y a quand même du plaisir en sport, hein, il n'y a pas que de la souffrance quand on remporte des victoires. Et en astronomie, bon, on va dire qu'il y a plus de plaisir que de souffrance, j'espère. Donc une belle observation dans un grand instrument ou sous un ciel ruisselant d'étoiles, c'est aussi agréable que de battre son record sur 100 mètres. À propos de records, voilà, parlons-en. Donc là, des records en astronomie, est-ce qu'il y en a on peut en trouver, par exemple, généralement le record c'est une performance qui est individuelle, hein, bien sûr, qui est par rapport à soi-même. Donc on peut chercher à observer l'étoile la plus faible qu'on ait jamais vue dans son télescope, ou la Lune la plus jeune, le cratère le plus petit si on observe la Lune, ou la galaxie la plus faible, voilà, et bien sûr le quasar le plus lointain. Donc cette notion de record, c'est-à-dire la limite, hein, un petit peu la limite personnelle, maximale, c'est une notion transversale qu'on retrouve dans bien des activités humaines. Donc c'est un objectif légitime dont la poursuite ne saurait pourtant pas être une fin en soi. Donc on cherchera à observer des... Voilà, là je vous ai mis la croix d'Einstein, le jet dans M87, la nébuleuse dont je ne me rappelle plus le nom, mais bref, une nébuleuse assez photographique, qui visuellement donnera du fil à retordre à bien d'autres. Et puis la division d'Encke, si vous parvenez à l'apercevoir. Ça, c'est des beaux records à faire. La récupération pour le sportif, c'est essentiel. Hein. Alors il y a différents types de récupération, inactive, active. Puis bien sûr, là, on peut faire varier la durée de récupération en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et c'est un facteur qui est très important pour le sportif. Et cette récupération, elle est bien sûr très importante pour l'observateur d'astronomie, qui doit en tout cas s'aménager des pauses, parce que quand on fait de la recherche visuelle intense, mine de rien ça fatigue, donc il faut sans doute faire des pauses au fur et à mesure de la nuit, surtout si on tient toute une nuit, être bien reposé pour pouvoir performer visuellement, et pour pouvoir disposer aussi de toute la concentration possible. La transmission de savoir, donc ça c'est bien sûr en sport, c'est généralement entre l'entraîneur et son athlète, ça peut être entre athlètes bien sûr, et puis du partage d'expérience, mais ça s'opère de la même manière en astronomie, hein. C'est généralement lors de rencontres qu'on partage les expériences, ou quand on fait des observations en commun, ou alors par exemple lors de colloques, où un observateur partage ses expériences avec les autres. Donc il y a de la transmission de savoir en sport et en astronomie. La motivation, c'est aussi une caractéristique commune aux sportifs et aux observateurs. Donc la motivation interne, hein, et motivation externe. Alors la motivation interne pour le sportif, j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu le côté psychologique, ou en tout cas les endorphines qui font qu'on est rassasié après un bon entraînement et après une bonne fatigue. Pour un observateur, ce sera d'être dans un environnement un peu hostile, et puis d'avoir survécu à la nuit froide, et d'avoir réalisé de belles observations. Généralement c'est plutôt une motivation interne, parce que les motivations externes que sont la remise de médailles ou des primes quand on gagne certaines compétitions, on les retrouve pas franchement en astronomie. Donc c'est plutôt l'inverse, hein. On investit beaucoup d'argent dans un domaine, donc voilà, c'est vraiment de la motivation interne pour l'observation visuelle. La reconnaissance, alors dans le monde sportif, c'est quelque chose qui, bien sûr, pour le sport de haut niveau, hein, le sport de loisir, il a rarement de la reconnaissance à part celle de ses proches, mais dès qu'on atteint un petit peu le haut niveau, généralement on est un peu reconnu par le public comme étant un sportif de haut niveau, et on se retrouve applaudi et admiré. En astronomie, on peut dire que l'expertise est reconnue, hein, quand on fait un colloque, etc. Les gens sont contents de nous voir et qu'on partage ce qu'on sait avec eux. Et voilà, d'autant plus que si on partage sans limite, on a une petite reconnaissance, on va dire. Le public nous reconnaît, ou en tout cas se rappelle un petit peu de nous. Alors j'ai fait un petit parallèle aussi sur le handisport. Alors là j'ai choisi mon camp, hein. Donc pour moi
et après, moi je considère, mais je peux considérer seul, hein, j'assume, que bon, les prothèses électroniques à intervention en temps réel, elles permettent à ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas développer une sensibilité visuelle d'obtenir d'intéressants résultats. Et bien sûr, certainement au moins égal, voire supérieur à ceux du visuel classique. Mais bon, en astronomie comme en sport, on n'est pas dans la même catégorie, hein. On va garder l'observation visuelle d'un côté et tout ce qui est observation intensifiée, voilà, ce sera un autre domaine. On ne peut pas réellement comparer l'un et l'autre. En termes de dopage, alors là non plus la comparaison, bon, je fais une comparaison anecdotique, hein, qui ne vaut pas du tout, qui n'est pas du tout pertinente. Autant poussé par des motivations extra-sportives, il y a certains sportifs qui trichent en utilisant des produits interdits pour favoriser leur performance, bien souvent au détriment de leur santé. En observation visuelle, il n'y a pas de méthode dopante efficace. Malgré une bonne tarte aux myrtilles, il n'y a aucune raison, en plus il n'y a aucune raison sérieuse de le faire, de se doper visuellement, ça présente vraiment que peu d'intérêt. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, l'échauffement sportif, ça existe bien sûr en sport, hein. On ne commence pas à se lancer dans une compétition ou dans un entraînement directement à 100% de ses capacités. Donc les séances d'entraînement et les compétitions, elles commencent généralement toujours par une mise en route, un échauffement, c'est-à-dire une étape préparatoire à l'effort. Et c'est généralement d'intensité progressivement croissante pour que le moteur s'allume doucement. En astronomie, en tout cas en observation nocturne et particulièrement du ciel profond, il y aura aussi un échauffement. Donc ça, c'est une étape préparatoire d'adaptation nocturne qui permet d'abaisser la limite de détection des objets faiblement lumineux. Donc après une certaine période, après un certain temps, la vision s'acclimate et on voit beaucoup plus. Alors ça commence par très rapidement par une dilatation quasi immédiate de la pupille pour recueillir plus de lumière. Donc ça se passe en quelques dixièmes de seconde. Donc c'est très immédiat, très rapide. Et ensuite, il y a des mécanismes physiologiques complexes qui rendent les cônes qui sont les cellules périphériques de la vision, qui sont les cônes qui sont les cellules sensibles du centre de la vision en une dizaine de minutes, ils atteignent leur maximum de sensibilité, et les bâtonnets qui sont eux sur la périphérie, qui sont beaucoup plus sensibles, c'est plusieurs dizaines de minutes pour qu'ils atteignent leur plein potentiel de sensibilité. Donc vous voyez que sur la courbe, c'est ça qui traduit un petit peu le palier et puis la double phase de gain en sensibilité en fonction du temps par rapport aux faibles éclairements. Donc à quoi c'est dû ce phénomène-là? C'est la régénération des protéines photosensibles. Donc les protéines qui reçoivent les photons lumineux, c'est les opsines qui sont chromatiques dans les cônes, et c'est la rhodopsine qui est dans les bâtonnets. Donc c'est deux types de protéines qui sont photosensibles. Et cette régénération, une fois qu'ils ont été aveuglés entre guillemets par la lumière, ils se reforment plus rapidement une fois que l'adaptation nocturne s'est faite. Donc ils sont plus à même de recevoir de nouveaux photons et plus à même de réagir et de rendre compte du faible éclairement qu'ils reçoivent. Donc ça c'est la première phase, et enfin c'est le premier côté de ce gain de sensibilité. Et d'un autre côté, il y a les voies neuronales, c'est-à-dire l'arborescence entre les cellules qui reçoivent la lumière et les neurones qui transmettent l'information jusqu'au cerveau, jusqu'au cortex cervical. Les arborescences, qui sont plus développées et qui sont mobilisées. Donc il y a une convergence des stimulus qui devient plus grande. Convergence, c'est-à-dire qu'on agglomère un petit peu, on élargit un petit peu le potentiel des possibilités de détection d'un photon. Donc dans le cadre de l'échauffement astronomique, hein, pour le planétaire, le lunaire et le solaire, bon, l'œil il n'a pas vraiment besoin d'échauffement, d'autant plus que
bien souvent, il vaut mieux même rester dans des conditions photopiques, c'est-à-dire des conditions d'éclairement diurnes, un petit peu comme l'œil humain on a l'habitude d'avoir dans la journée, parce que c'est beaucoup plus propice par rapport à l'éclat des astres planétaires qui sont observés. Donc là, il n'y a pas besoin de s'échauffer pour faire du planétaire. Pour le ciel profond, on peut mettre à profit cette période d'adaptation qu'on a vu qui peut durer jusqu'à une demi-heure minimum, si on veut vraiment être au fin fond de sa sensibilité. Et on peut bien sûr commencer par des objets brillants, comme les objets Messier, et terminer plus loin, un petit peu plus loin par des objets un peu plus faibles. Donc commencer par se rincer l'œil entre guillemets sur des objets brillants. Donc là je vous ai mis des Messiers pour illustrer mon propos. Alors en termes de repérage sportif, on a, enfin en tout cas en ce qui concerne le saut à la perche, c'est ce qu'on appelle la prise de marque. Le perchiste doit partir d'un endroit précis pour que sa course d'élan corresponde et puis que son impulsion se fasse au bon endroit. Parce que pour bien performer en saut à la perche, il faut impulser, c'est-à-dire sauter à la bonne distance du tapis, la bonne distance du butoir, l'endroit où on plante la perche. Donc là c'est un petit peu ce qui est symbolisé sur le bord de la piste avec les paires de chaussures que vous voyez et les marques. On part d'un endroit précis. Bien sûr, ça s'ajuste par essai-erreur lors des échauffements, etc. Et lors de l'entraînement, bien sûr, et des échauffements avant une compétition. Et on peut bien sûr l'ajuster à loisir en fonction de l'état de forme et en fonction de la forme de la course. Mais on essaye que ce soit le plus régulier possible pour maîtriser un petit peu les apprentissages. Alors le repérage en astronomie, eh ben, là on a la méthode traditionnelle, c'est avec les ustensiles que je vous ai indiqués, les chercheurs en observation visuelle. Et on peut apparenter ça à une prise de marque. On utilise donc ces chercheurs optiques ou simples, comme le TERAD, et on s'aide avec des cartes de repérage, des atlas papier ou des atlas informatiques. C'est ça qui nous permet de prendre nos marques avant d'effectuer des sauts. Alors il y a bien sûr un palliatif pour ceux qui sont un peu handicapés au niveau de la recherche visuelle. Donc on peut s'aider de prothèses à base électronique, des encodeurs, des senseurs gyroscopiques, si on veut être un peu plus efficace, si on a du mal avec le repérage visuel, ou alors si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut passer plus de temps à observer qu'à repérer. Alors ces aides-là peuvent aider un petit peu. Je suis pas un pratiquant, mais j'ai rien contre les pratiquants de ces méthodes-là. Donc un repérage astronomique classique, ça se passe généralement en termes de star hop, c'est-à-dire qu'on traduit en anglais, de l'anglais c'est le saut d'étoile. C'est comme un peu la collimation d'un instrument sur étoile. On peut faire autrement, mais c'est la méthode quand même la plus fiable, parce que ça permet quand même immédiatement de savoir comment est orienté le champ stellaire. Ou en tout cas de chercher à le déterminer, et ainsi que l'endroit précis où se trouve la cible convoitée. Et c'est essentiel. Surtout en ciel profond où on cherche des objets qui sont à la limite de visibilité et qui ne sont pas forcément visibles dans le chercheur. Donc le principe c'est de connaître le champ approximatif de son chercheur ou de ses oculaires de faible grossissement qui permettent d'avoir un grand champ sur le ciel pour repérer des étoiles jalons entre une étoile brillante et la cible. Et ensuite de naviguer d'étoile en étoile. Donc ça, c'est la phase suivante. On cherche des alignements stellaires un petit peu remarquables, des alignements de 3 étoiles, des triangles, des fourchettes, des formes un petit peu reconnaissables qui permettent de naviguer petit à petit d'une étoile brillante qu'on a repérée à l'œil nu et dans le chercheur, et d'astérisme en astérisme, on arrive jusqu'à la cible, par exemple, la nébule de Saturne, NGC 7009. Alors là, on va attaquer des recettes d'entraîneurs, c'est-à-dire je vais un petit peu distiller des connaissances en observation visuelle, et je vais vous entraîner un petit peu, voilà. Je vais vous donner des conseils d'entraînement pour essayer de progresser. Alors bien sûr, je pense que vous en pratiquez un certain nombre. Alors on va d'abord parler de la vision en direct, la vision décalée. Donc là, ici sont représentées en haut les concentrations des cellules rétiniennes, donc des cellules photosensibles. Donc dans la fovea centrale, la fovea c'est la région centrale de la rétine, c'est là que prévalent les cônes,
qui, à l'aide des voies neuronales directes, c'est-à-dire qu'un cône est connecté à une cellule nerveuse, elles permettent la vision des couleurs et un maximum de résolution. Comme une cellule détectrice est connectée à une cellule nerveuse, ça permet de conserver une information relativement vierge et très très précise. Par contre, en périphérie, particulièrement à une vingtaine de degrés, comme vous pouvez voir un petit peu sur la courbe sur les côtés, plus on s'éloigne, les cônes, c'est les bâtonnets qui deviennent prépondérants, donc remplacent les cônes, et leurs champs réceptifs convergents aboutissent à une sensibilité accrue aux faibles luminosités, bien sûr aux dépens d'une résolution dégradée. C'est-à-dire que là, on a de nombreux bâtonnets qui sont connectés à quelques cellules nerveuses. Donc on a ce qu'on appelle une convergence qui fait que ça permet de collecter un petit peu les stimulus. Et par contre, on dégrade carrément l'acuité de la vision périphérique est bien moindre que l'acuité centrale. Donc en dessous sur les cônes, sur les schémas du dessous, ça illustre plutôt les convergences, c'est-à-dire en termes de rapport entre ce que je disais, le rapport entre le nombre de bâtonnets et le nombre de cellules nerveuses auxquelles ils se connectent. Donc on voit que ça croît progressivement vers la rétine externe. Et après, c'est la combinaison des deux phénomènes qui sont modulés par une divergence des voies neuronales qui participe bien sûr la voie neuronale participe à l'élimination du bruit un petit peu, il y a un bruit de fond qui est physiologique qui existe, et ça permet de contribuer à un optimum de détection des astres faibles sur ces zones rétiniennes périphériques. Voilà. Donc la vision indirecte, après avoir vu la théorie, la pratique et en quoi ça consiste, pour une étoile, c'est pas si éloigné que ça. Et donc cette vision périphérique, c'est Aristote qui l'a découverte, qui en a parlé, en tout cas le premier, c'est pas forcément pas lui qui l'a découverte, mais c'est le premier qui l'a rapporté en 325 avant Jésus-Christ. Et il avait remarqué qu'en regardant pas directement, il pouvait observer de plus faibles étoiles. Donc cette vision décalée pour la détection des étoiles faibles, elle me paraît plus proche que pour les objets étendus, les objets du ciel profond, qui sont étalés. Donc quand on cherche à voir une étoile faible, la vision décalée est un petit peu plus proche. Donc ce serait plutôt de l'ordre de 5 à 10 degrés de distance. Donc là, je vous ai simulé par rapport à un champ au champ d'un oculaire de 70 degrés, donc un oculaire dit grand champ. Pas ultra grand champ, mais grand champ, qu'on retrouve assez communément dans nos mallettes oculaires. Donc ça donne un petit peu une idée de la distance à laquelle il faut regarder entre le centre et le bord de l'oculaire pour détecter une étoile faible, dans un champ de cet ordre-là. Pour un objet faible et flou, comme ce que je vous ai simulé là, pour le ciel profond, donc là, où poser sa vision, c'est un petit peu plus loin, donc entre 15 et 20 degrés, et il faut que ce soit latéral pour éviter de se retrouver dans la zone de la tache aveugle. Il y a une zone rétinienne qui en fonction de l'œil qu'on utilise. Donc là, c'est l'œil droit on regardera plutôt à droite. Et si on est un œil directeur gauche, c'est celui qu'on met à l'oculaire, et on regardera plutôt à gauche. Ce qui permettra vraiment d'éviter que l'astre tombe dans cette zone où la rétine est connectée au nerf optique. Et donc cette petite zone est aveugle. On peut rien voir à travers elle. Donc pour l'éviter, il faut vraiment viser ces zones-là. Donc bien sûr, l'axe du regard ne doit pas demeurer fixe, mais c'est mieux s'il vagabonde aux alentours de la zone optimale pour que l'objet il ait davantage d'occasion de se retrouver dans la zone optimale. Et cette zone optimale, elle lui est propre en fonction de sa taille. On verra un peu plus loin, on parlera un petit peu plus loin de grossissement optimal. Donc c'est pas la peine de s'attarder en essayant de fixer le regard de manière extrêmement forcée, parce que de toute façon le système visuel il aime pas ça, il a beaucoup de mal à rester en place fixe très très longtemps. Et en plus, il n'y a pas de capacité d'intégration. On ne peut pas accumuler les stimulus comme une CCD qui accumulerait les photons dans ces parties silicium. L'œil il transmet immédiatement, c'est un délai, c'est le délai de réponse
du cône ou du bâtonnet, c'est entre 120 et 160 millisecondes. Donc c'est toujours inférieur au dixième de seconde, ou autour du dixième de seconde, donc on ne peut pas poser plus qu'un dixième de seconde. Donc ça ne sert à rien de regarder vraiment le même point pendant une dizaine de secondes. Généralement, il vaut mieux se déplacer un petit peu et puis rester un petit peu dans la zone, mais balader le regard. En plus, si vraiment on garde la vision fixe, la répétition rapide du stimulus sur la même zone, ça peut occasionner de ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire qu'il y a une insensibilité provisoire du cône ou du bâtonnet, puisque à force de recevoir la même information, il se dit, comme j'ai transmis l'information, j'arrête. Donc c'est ce qu'on appelle l'inhibition, et il faut éviter, c'est pas bon en astronomie. Donc voilà, il faut que le regard soit un petit peu mouvant, sans être saccadé, mais jamais fixe. Alors il peut y avoir un petit truc aussi utilisable, c'est si vraiment on n'arrive pas à percevoir un objet, on peut modifier faire une légère rotation de l'axe du regard, enfin de la tête autour de l'axe du regard. Ça permet de placer les détails de l'objet ou l'objet lui-même, l'agencement du champ observé, sur une zone différente de la rétine. Et ça peut permettre justement de voir des détails qui étaient moins favorablement placés dans une meilleure perspective. Donc c'est vraiment ce que j'ai stimulé en expliquant cette petite rotation. Vous voyez que le champ a légèrement, si vous tournez un petit peu la tête, les astres et la nébuleuse peuvent légèrement changer de place, et ça peut vous la rendre visible, alors que ça ne l'était pas précédemment. Donc voilà, essayez ce petit truc pour voir si ça fonctionne, ça peut le faire. Alors, un autre conseil d'entraîneur, en ce qui concerne plus particulièrement les planètes, mais ça peut servir aussi en ciel profond, sur les objets un petit peu petits et qu'on cherche à détailler, et brillants. C'est l'accalmie de turbulence, donc quand le signe se calme un petit peu. Donc là, je vous ai mis une courbe de signe sur un observatoire sur l'île de Crète, l'observatoire Skinakas. Donc vous voyez que au cours de la nuit, le signe peut être vraiment variable, hein. On tourne autour d'une 1 seconde 5 ici par ici. Et puis là, ça va s'empirer un petit peu sur cette période, ça va monter à 2 secondes 5, 3 secondes. Et puis par contre, si on attend vers les 3 heures du matin, on se retrouve en dessous de la seconde d'arc au niveau des tailles. Donc là, ce sera un petit peu meilleur pour observer les planètes. Voilà. Alors, ces petits trous de turbulence, bien sûr, c'est en fonction de votre site, ça peut être très rare ou très occasionnel ou un peu plus courant. Il faut de la patience et de la ténacité pour attendre ces moments-là, parce qu'ils sont difficilement prévisibles. Et donc voilà, il faut au moins ça pour prolonger l'observation et bénéficier d'une accalmie. Donc le padawan, il sera tenté par l'impatience et l'abandon du côté obscur, alors que la force permettra aux Jedi d'attendre les fugitifs moments de stabilité atmosphérique. Voilà, et vous remarquerez aussi bien sûr que même sur une certaine période, on peut avoir des conditions excellentes et puis un quart d'heure après se retrouver avec des conditions beaucoup moins bonnes. Donc c'est vraiment affaire de temps, de patience et de chance. Alors, l'empilement d'images, juste un petit rappel de ce que c'est en photographie, eh bien, il s'agit juste d'additionner des différentes poses pour que les signaux de l'objet qu'on cherche à observer s'additionnent et que le bruit de l'image et du fond de ciel s'homogénéise. Donc c'est un peu, en gros, hein, c'est le principe du stacking, cet empilement d'images. Alors nous, en observation visuelle, on a un autre terme qu'on appelle le glimpse. Donc j'ai essayé de tenter un acronyme un peu laborieux, d'ailleurs c'est le cas de le dire juste au-dessus, hein. C'est guetter laborieusement une impression perçue par stimulus électrochimique. Donc le glimpse, c'est un peu l'unité de perception visuelle, c'est cette impression fugitive qu'on a d'un objet. On le devine, puis après l'instant d'après on le voit plus, et on le retrouve quelques instants plus tard, moins bien, différent, etc. Donc c'est un petit peu cette unité-là qu'on appelle le glimpse. On en voit plusieurs ou on en voit un. On a décidé en tout cas dans les observateurs du ciel profond un petit peu aguerris, qui étaient regroupés, il fut intense sous ciel extrême, d'appeler ça le glimpse. Donc en anglais, to glimpse, c'est voir quelque chose de manière très momentanée ou très partielle. Donc cette accumulation de glimpses, cet empilement de glimpses, c'est un peu comme le stacking.
à part que c'est du stacking visuel. Donc on va, voilà, je vous ai illustré une nébuleuse où on percevrait quelques détails à un moment, et puis plus à d'autres, et puis à d'autres endroits à certains moments, et moins bien à d'autres. Voilà. Au final, alors c'est sous forme de dessin là que je vais symboliser, on a ces impressions de captation visuelle momentanée et partielle que le cerveau enregistre. Et cette accumulation, elle peut donner une impression persistante. Donc, avec le renforcement progressif de l'impression visuelle, cette image mentale compositée, elle est extrapolée de manière durable. Et donc, bon, c'est un processus qui est analogue à celui de l'accumulation de détails au gré de l'état de turbulence, d'ailleurs en observation planétaire. Le dessin permet de bien traduire ça, mais visuellement, même si on ne dessine pas, c'est des impressions qui peuvent se graver un petit peu mémoriellement parlant, et même si on ne perçoit plus le détail qu'on a vu quelques instants auparavant, on l'ajoute cognitivement à l'image qu'on se forme de l'objet. Alors on reçoit la perche, le décollage voilà, se fait à un endroit très précis. Donc si on a bien réglé ses marques, on tombe au bon endroit et on peut décoller dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui permet de décoller avec un angle optimal et de la précision de ce positionnement crucial dépend la bonne transmission de l'énergie cinétique horizontale dans la flexion de la perche, et c'est ça qui permet de restituer verticalement cette énergie vers un saut vertical. Donc on transforme une vitesse horizontale en vitesse verticale, au soit la perche. Et on le fait dans les bonnes conditions si on est au bon endroit au moment du décollage. Pour l'observateur visuel, ce sera exactement la même chose en ce qui concerne la collimation, c'est-à-dire le réglage des optiques. Si on n'a pas bien réglé ses optiques, on ne va pas décoller du bon endroit et on observera beaucoup moins de détails. Donc la collimation, c'est-à-dire proprement parler l'orientation des lentilles ou des miroirs, et leur centrage, qui est l'alignement sur l'axe optique, c'est essentiel à l'obtention de la meilleure image possible. Donc c'est un point crucial du réglage instrumental. Et la mise au point, qui est un petit peu annexe, elle est bien sûr dépendante, la qualité de la mise au point, elle est dépendante de votre collimation. Donc c'est un peu un passage obligé. Et l'observateur de haut niveau ne pourra pas passer outre cette étape. Si le débutant peut passer à travers, s'il veut progresser, il faut passer par la collimation et le centrage. Sur la perche, on a un autre réglage qui est le réglage des poteaux. Donc on a une marche, on peut régler le poteau par rapport à l'endroit où on plante la perche. C'est un réglage qui est un petit peu mineur, qui se joue sur 1 mètre à peu près. On peut régler sur grosso modo 1 mètre de distance par rapport à l'horizontale de la perche. On peut le faire éloigner plus ou moins, et il faut régler ça assez précisément pour être à l'apogée de sa parabole en tant que sauteur, la parabole du centre de gravité. Donc là, c'est le parallèle que j'ai fait, c'est la mise au point. Donc là, c'est un peu le réglage des poteaux. Une fois qu'on a fait la collimation, voilà, ça permet de faire une bonne mise au point. Alors cette mise au point, elle permet de régler bien sûr la netteté de l'image. Il y a 2 impératifs. Il faut qu'elle soit réalisée de manière franche et rapide pour ne pas laisser à l'œil le temps d'accommoder, parce que sinon l'œil peut forcer un petit peu pour atteindre ce réglage, et puis ça fatigue beaucoup plus vite l'observateur. Le deuxième impératif, c'est d'essayer de faire la mise au point avec l'œil relâché, c'est-à-dire voilà, qui ne cherche pas à voir forcément le détail. Donc moi je préfère la faire en vision légèrement décalée, c'est-à-dire que ça permet de relâcher l'œil, même si on fait la mise au point sur un astre très, très net et très précis, une étoile, un bord de planète, etc., un cratère lunaire. Le fait de regarder un petit peu à côté, ça permet que l'œil se relâche complètement et qu'il soit vraiment que la mise au point lui soit vraiment bien adaptée une fois qu'elle est réalisée en vision très légèrement décalée. Moi, je trouvais que ça marchait mieux. Le sauteur à la perche, pour réaliser une performance, il va avoir le choix des perches. Donc il peut prendre un levier important. Alors le levier, c'est la position des mains sur la perche. Bien sûr,
plus il va le prendre le plus près possible de l'extrémité supérieure, plus le saut résultant sera élevé. Et également, plus une perche sera rigide, c'est-à-dire moins elle sera souple, meilleur sera le renvoi vertical. C'est-à-dire que l'élasticité sera plus réactive. Donc bien sûr, la vitesse et la qualité de l'impulsion, c'est les conditions nécessaires à ces deux facteurs. Si on court pas vite et qu'on saute pas bien, on ne peut pas prendre une perche au bout. Plus on va courir vite et plus on va sauter fort dans sa perche, plus on va pouvoir prendre des perches rigides, prendre du levier et pouvoir sauter haut. Donc il y a toujours intérêt pour le sauteur à disposer de plusieurs perches, donc des perches plus ou moins souples, pour s'adapter à la forme du moment, à la vitesse du moment, et de la hauteur de la barre, bien sûr. Donc en astronomie, nous aussi, on a le choix des perches, on va pouvoir choisir l'oculaire, mais plus précisément le grossissement. Si on est assez fortuné, assez expérimenté pour avoir plusieurs instruments, on peut également choisir l'instrument qui va se plier le mieux à la cible qu'on vise. Et donc ça va permettre d'amener les objets dans des conditions de taille apparente qui seront optimales. Que ce soit en termes de pouvoir résolvant si on fait de l'observation planétaire, ou en termes d'angle de vision optimale si on fait du ciel profond. Donc en parlant de grossissement optimal, donc c'est une notion qui est un petit peu discutée, mais pas fondamentalement, mais plus dans son côté pratique et dans son côté trouver le bon, physiologiquement le bon. Donc c'est parce que c'est basé sur des études qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y a pas eu d'études depuis réellement importantes sur les détections d'objets faibles, enfin en éclairement faible de cibles de taille apparente différentes. Donc ça se base sur des vieilles études et il y a différentes manières de les interpréter. Mais en gros, le consensus, c'est que le grossissement pupillaire, c'est-à-dire le grossissement qui amène à 7 mm grosso modo de pupille de sortie, ce grossissement équipupillaire, il est à proscrire. Il faut grossir pour assombrir entre guillemets le fond de ciel, et mettre l'œil dans de bonnes conditions pour déceler une nébuleuse. Bien sûr, il n'y a pas d'assombrissement réel du fond de ciel. Quand on grossit, on assombrit autant le fond de ciel que l'objet que la galaxie qu'on est en train d'observer. Mais physiologiquement, si on grossit la galaxie jusqu'à ce qu'elle atteigne à peu près 1 degré ou 1,5 degré de taille apparente dans l'oculaire, on va l'amener à la taille optimale pour que notre rétine la différencie du fond de ciel. Donc physiologiquement, c'est des objets de 1 degré à 1,5 degré de taille apparente qui sont qui permettent à la vision périphérique de mieux les détecter. C'est ce qu'on appelle le grossissement optimal. Si vous voulez avoir plus de détails, vous cherchez Clark comme auteur sur Internet. Il y a Clark qui en a parlé beaucoup dans son livre Visual Astronomy of the Deep Sky. Et Mel Bartel aussi, un Américain qui en parle pas mal. Et Nils Olof Karlin, un Suédois qui a étudié un petit peu le phénomène. Donc voilà, c'est un petit peu des courbes, il y a des histoires de logarithmes, mais ils n'ont pas tous la même approche, donc ils aboutissent pas tous au même grossissement équipupillaire. Mais de grossissement optimal. Mais ce grossissement existe. Alors, le choix de la barre pour le sauteur à la perche, bien sûr, plus c'est haut, plus c'est difficile. Donc on commence généralement, on n'a pas trop le choix en compétition. À l'entraînement, bien sûr qu'on a le choix de s'entraîner à la hauteur qu'on veut. En compétition, on choisit une barre de début et ensuite ça ne fait qu'augmenter. Et jusqu'à 3 échecs consécutifs, et là quand on a raté 3 fois, on est éliminé du concours et à ce jeu-là, que le meilleur gagne. Donc en astronomie, on a le choix des barres aussi, on peut choisir un objet plutôt brillant, M51 par exemple, ou alors une nébuleuse planétaire ou une galaxie tout à fait obscure comme à droite. Donc on choisit un peu en fonction du ciel et de son instrumentation bien sûr, non seulement le type de cible, parce qu'il y a certains types de cibles qui se prêtent plus ou moins à certaines conditions,
Et la difficulté de l'objet, et on n'est pas obligé, par contre, en astronomie, on n'est pas obligé de faire toujours des cibles de plus en plus faibles. On peut, de temps en temps, quand on est fatigué, reprendre une petite barre, c'est-à-dire un objet bien brillant, pour repartir dans les plus faibles. Ça, on n'a pas d'astringence compétitive. Alors, au niveau de la physiologie, quelques conseils physiologiques pour les observateurs. Donc d'abord on peut essayer déjà il faut essayer de maîtriser sa glycémie, donc bien sûr avoir des repas réguliers et complets. Si on passe toute la nuit dehors et qu'on n'a pas mangé à aucun moment, c'est dommage parce que la glycémie risque de descendre. Et alors c'est pour ça que j'ai mis une petite courbe de glycémie ici. On voit qu'une fois qu'on a mangé, bien sûr qu'on passe en hyperglycémie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre qui se retrouve dans le sang. Hein. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Il faut qu'il soit à 1 gramme. Généralement, il est stabilisé autour de 1 gramme. Mais quand on mange, il augmente. Et les mécanismes de régulation qui se mettent en jeu l'amènent à diminuer, à passer en dessous du gramme par litre. Ce qui fait que si on est en train d'observer un objet faible au moment où on est en dessous d'1 gramme par litre, on risque d'avoir ce qu'on appelle la fringale chez les sportifs. Si on est en train de monter le Mont Ventoux et qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, la fringale ça se traduit en ralentissement immédiat. Pour un observateur visuel, il peut se passer la même chose. Si vraiment on est un petit peu au bout du bout et qu'on cherche, qu'on a faim et qu'on n'a plus de sucre, on peut commencer à un petit peu moins bien voir. Ou en tout cas, placer l'œil dans des conditions un peu plus difficiles. Ensuite, hormis ça, il y aura alors bien sûr, je peux vous indiquer des nutriments qui sont un petit peu riches. Alors c'est ceux que j'ai indiqué tout autour. Hein, les carottes qui sont riches en bêta-carotène, les épinards qui sont riches en lutéine, en zéaxanthine, le saumon et les poissons gras qui sont riches en acides gras, en oméga 3, les œufs riches en lutéine et vitamine E, les agrumes, les fruits rouges, les baies, qui sont riches en vitamine C, en vitamine E, en lutéine, les noix et les graines qui sont riches en antioxydants, en vitamine E et en zinc, la tomate qui est riche en lycopène. Voilà, tout ça, ce sont des aliments qui sont bénéfiques pour les mécanismes de vision, notamment nocturnes. Alors le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A qui est essentiel pour la synthèse de la rhodopsine, vous savez, la molécule photosensible de nos bâtonnets. Le zinc, c'est un oligo-élément qui participe au transport de cette vitamine, du foie vers les tissus oculaires, et c'est également un antioxydant. Donc antioxydant, c'est-à-dire que ça permet d'empêcher le vieillissement ou la dégradation des cellules corporelles. La lutéine et la zéaxanthine, eh bien, c'est pareil, elles ont un effet de protection de la rétine, et elles permettent aussi de participer au filtrage des lumières bleues qui sont en excédent. Les acides gras et l'oméga 3, c'est plus pour la santé des vaisseaux sanguins de la rétine, et ça prévient également la dégénérescence maculaire ou la sécheresse oculaire. Et enfin, les vitamines C et E, c'est des antioxydants, donc qui permettent de protéger l'œil contre les cellules contre les radicaux libres qui sont un peu destructeurs et qui entraînent des dégénérescences maculaires par exemple. Alors en termes de physiologie, généralement on a pour habitude, et c'est une bonne chose, de s'éclairer en rouge. Ça permet de moins affecter les bâtonnets, puisque les bâtonnets sont moins sensibles. Vous pouvez le voir ici, hein, les bâtonnets ils sont là, c'est rods, donc c'est la courbe qui est un petit peu en pointillé. Et vous voyez que si vous éclairez en rouge, vous êtes un petit peu en dehors de son domaine d'action. Donc vous allez bien sûr peut-être un petit peu la dégrader sur ces côtés-là, mais si vous avez une lumière rouge vraiment bien monochromatique, ça va vous permettre de recouvrir bien plus rapidement votre vision périphérique. Après, si vous commencez à voir le rouge, c'est que vous stimulez un peu vos bâtonnets. Et donc eux, vous allez les dégrader. Donc voilà, il faut essayer que ce soit une lumière rouge qui ne soit pas complètement intense. C'est pas parce que vous avez une lumière rouge que vous avez un totem d'immunité. Il faut que ce soit non seulement rouge, mais faible. Au niveau de la génétique, chaque observateur, chaque observatrice est différent. On peut par exemple avoir un nombre plus important de bâtonnets que la moyenne, ou alors une convergence plus marquée des voies neuronales de transmission, ce qui rend la vision nocturne plus sensible. Et donc on peut avoir des individus qui sont sensiblement différents
entre eux. Ça explique d'ailleurs en partie l'étalement de la courbe que vous voyez au niveau enfin, de l'adaptation nocturne. Hein. Il y a une différence entre certains individus qui sont en haut de la courbe et d'autres qui sont un peu plus en bas. Donc ça, c'est vraiment des différences individuelles. Parce qu'elles ont été testées dans les mêmes conditions avec les mêmes durées d'adaptation. Donc ces études en vision scotopique, c'est-à-dire en vision nocturne et en vision périphérique décalée, elles montrent qu'on ne peut pas rattacher l'acuité, c'est-à-dire la faculté à voir des petits détails, et la sensibilité au contraste, c'est-à-dire la vaguité, la faculté d'être sensible aux faibles éclairements, et on ne peut pas la rattacher au facteur suivant, c'est-à-dire le rythme circadien, c'est-à-dire le moment préféré dans la journée, donc ça c'est pas corrélé avec cette sensibilité. La couleur de l'iris, donc ça n'a rien à voir avec ces différences de sensibilité, l'astigmatisme non plus, et l'état mental, on a testé, hein, si on est en dépression, ça n'affecte pas la qualité de l'acuité ou de la sensibilité, de la vision décalée. Le genre, voilà, quel que soit le sexe, il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas d'effet du genre sur la faculté de vision, et le niveau d'éducation également. Donc tous ces facteurs-là ne sont pas corrélés avec les différences qu'on constate entre individus. Par contre, c'est bien plus le temps qui est passé à la détection qui provoque des différences. Donc, par contre, il y a aussi un léger effet si on a subi une chirurgie laser correctrice, en termes de myopie ou d'astigmatisme, ça peut un petit peu dégrader la vision scotopique, la vision donc décalée. Je pense notamment, dès qu'on a une différence d'éclat entre un astre très brillant et un astre très faible, je pense que c'est à ce niveau-là que la différence se fait. Voilà, mais hormis ça, on n'a pas constaté de cause réelle aux différences inter-individuelles. Alors en stratégie, préparer une stratégie observationnelle adaptée à l'environnement, d'accord. En fonction de votre emplacement, hein, si vous avez des toits qui vous gênent, en fonction de la topographie locale, si vous avez un stade à côté de chez vous qui éclaire bien dans toutes les directions, si vous avez de l'obstruction, une haie, etc. La qualité de votre site, si vous avez un site de bonne qualité ou au contraire si vous êtes en ville, la pollution lumineuse bien sûr. Donc tout ça peuvent jouer et il faudra plutôt, dans des conditions adverses, ça va attacher à des objets petits et contrastés, notamment lorsque la Lune est levée, et en cas de pollution lumineuse sévère, donc de manière plus générale, en cas de faible transparence. Il faudra plutôt se concentrer sur des objets, en tout cas en ce qui concerne le ciel profond, sur des objets petits et contrastés, et bien sûr les planètes et la Lune, qui passent à travers ces gènes-là. Stratégiquement parlant, donc ça s'articule autour d'une stratégie de choix de cible. Donc l'horaire des levées, hein, j'en avais parlé déjà précédemment, l'horaire des levées et des couchers, donc pour ça il faut une carte de ciel, ou alors vous avez des sites qui vous indiquent un petit peu les périodes favorables, voilà, en fonction de la qualité de votre ciel également, et de la durée de la nuit, astronomique ou pas. Si vous êtes au printemps ou en plein milieu de l'hiver, bien sûr les nuits sont un peu différentes, donc ça vous permet d'adopter des stratégies différentes à ces moments-là. Donc il faudra vous aider de ces outils-là et adopter une stratégie. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil en se disant tiens, qu'est-ce que je vais observer ce soir. En tout cas, ce sera bien moins productif de cette manière-là. Si vous prévoyez un petit peu à l'avance, vous serez bien plus productif et vous enrichirez d'autant plus rapidement votre expérience. Donc les conditions instrumentales et météorologiques, donc là j'ai mis des images du même site mais prises à des nuits différentes. Donc vous voyez qu'on peut avoir des nuits complètement obstruées, nuageuses, des nuits semi-obstruées, des nuits presque dégagées, et puis aller jusqu'à des nuits bien dégagées mais avec la pleine lune qui va vous éclairer le ciel comme en plein jour, ou alors des nuits bien éclairé, juste un petit peu atteinte par la pollution lumineuse, parce que forcément c'est l'horizon, mais en tout cas un ciel bien étoilé qui vous permettra d'observer. Donc ça, il faudra s'adapter et adapter vos stratégies d'observation aux conditions environnementales.
Alors là, je vous ai mis un exemple de mes tableaux d'observation où j'ai la liste des objets que je souhaite voir, que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont intéressants de mon point de vue. Quel type, quelle constellation, quelle carte de l'uranométria, parce que j'observe beaucoup avec cet atlas. Leur horaire leur déclinaison qui permet de savoir leur culmination à différentes périodes de l'année, etc. Et puis en quoi ils sont intéressants. Donc c'est voilà, cette stratégie. Bon, moi, la stratégie que je développe, c'est via ce tableau-là, qui me permet en fonction des périodes de l'année, de sélectionner les objets qui m'intéressent le plus et d'aller directement droit au but. La stratégie instrumentale, donc bien sûr, si on dispose d'un arsenal étoffé, est-ce que c'est pas un luxe inutile? Parce que même si on utilise en fin de compte que 2-3 oculaires bien choisis, moi je me rends compte que souvent je passe du grossissement de recherche à directement le grossissement d'observation, à 2 exceptions près, quoi. Je vais avoir deux oculaires d'observation, mais très vite, voilà, je vais me servir de 2-3 oculaires, à part sur des cibles un peu plus grandes où il va falloir que j'étage un petit peu. Mais généralement, on se retrouve vite à pas avoir besoin de 15 oculaires. Mais le fait de les avoir et de pouvoir basculer sur ces petites possibilités, ou en termes instrumental, passer à un peu plus gros ou un peu plus petit, parce que les conditions sont pas réellement adaptées. Bon, généralement, on termine souvent sur le plus gros, mais il y a des fois, on peut s'amuser avec plus petit et aller chercher encore plus loin avec le plus petit. Donc que ce soit en oculaire ou en instrument, avoir ces oculaires à portée de main, ou en tout cas prévoir de les utiliser pour telle cible, c'est bien aussi. C'est-à-dire, si j'ai une grande cible, je vais utiliser mes oculaires de faible grossissement. Par contre, si j'ai une petite nébuleuse planétaire à détailler, je vais taper dans mes oculaires qui vont grossir fort et dont le champ va être un petit peu plus restreint. Maîtriser son intelligence émotionnelle. Alors, ça c'est important, et ça s'acquiert aussi aux fonctions du temps. Généralement, ceux qui progressent vite, ce sont ceux qui la maîtrisent dès le départ. Donc c'est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions. Son enthousiasme, sa motivation. Parfois, je peux pas parler de dépression, mais il y a des fois où on peut être un peu fatigué et pas avoir très envie. Donc voilà, faut comprendre ces envies-là et puis s'écouter. De temps en temps se fouetter intellectuellement, parce que sortir quand il fait 0 degré, ça peut être très très difficile, mais il faut gérer ça de manière intelligente. Et donc les compétences qui contribuent à cette intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, connaître ses limites, l'autorégulation, c'est réussir à se réfréner un peu, ou au contraire à se remotiver, la motivation bien sûr, l'empathie, partager un peu avec les autres et comprendre ce que les autres ressentent. Si on observe en groupe, ça peut être intéressant. Ne pas être complètement isolé sur sa petite île. La patience et la concentration, voilà, ça fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle. C'est des choses qu'il faut apprendre petit à petit à maîtriser. Et par exemple, surtout face à des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme la météo, si on est monté sur un superbe observatoire et qu'on ne peut pas observer parce que les conditions météo s'y prêtent pas, c'est pas la peine de casser le télescope et de taper par terre et de taper une crise. Il faut se maîtriser émotionnellement parlant, et réserver cette énergie pour plus tard. Donc il faut subir un petit peu avec calme et philosophie tout ça. C'est un peu pareil pour le sportif, qui a un accompagnement extérieur et qu'il faut qu'il fasse avec. Si le public n'est pas avec lui, il devra tant pis, il faudra qu'il fasse bon cœur. Alors la récupération, parlons-en un petit peu pour l'observateur. Généralement, on parle de cycle de sommeil. Quand je parle de récupération, c'est plutôt du sommeil qu'on a besoin, parce que principalement on observe la nuit, sauf si on fait vraiment du diurne avec du solaire et du planétaire à l'aube ou au crépuscule. Donc le sommeil, c'est composé de plusieurs cycles qui se succèdent. Donc généralement, sur une nuit, il y en a entre 4 et 6 chez un adulte. Ça dure généralement
de l'ordre de 90 minutes, ça peut un petit peu plus ou un petit peu moins. Là, c'est à vous de contrôler ça. Et ça comporte 3 phases. Il y a d'abord le sommeil lent léger. C'est une phase où on peut se réveiller facilement. Hein. C'est une phase très courte qui est en premier. Ensuite, on a un sommeil lent profond dont on se réveille difficilement. C'est là où le corps vraiment se régénère et on profite vraiment de son sommeil. Et enfin, ça se termine par une phase de sommeil paradoxal où c'est généralement la période où on rêve. Et là, c'est un sommeil qui est plus léger, dont on peut sortir un petit peu plus facilement. Et généralement, si on en sort à ce moment-là, on se rappelle des rêves qu'on a fait. Par contre, le mieux, c'est quand même d'attendre un cycle complet, donc d'essayer de s'endormir en début de cycle et de se réveiller en fin de cycle. Ça commence toujours par cette petite phase d'endormissement qui dure 20 minutes. Alors c'est ce que souvent on appelle, les gens appellent faire la sieste. Hein. Ils font une sieste de 20 minutes, ils disent je vais beaucoup mieux. En fait, ils se sont pas du tout reposés, c'est juste qu'ils ont juste zappé la période d'endormissement. Ils sont pas reposés, mais ils sont plus soumis à l'endormissement. Ils sont revenus ils ont passé le cycle d'endormissement, ce qui fait qu'ils ont un état d'éveil qui est un petit peu plus alerte. Mais par contre, en aucun cas, on peut dire qu'un cycle de 20 minutes a suffi à récupérer. Il permet juste de pallier l'état de fatigue qui est brutal et impératif quand il se déclare en début de cycle et en fin de cycle. Voilà, donc apprendre à connaître ces cycles de sommeil, c'est pas mal pour se dire, bon là, je tombe de fatigue, allez, je vais dormir 1h30, parce que je sais que dans 1h30, j'irai mieux. Je mets le réveil dans 1h30, et là, je serai en sommeil paradoxal, je peux me réveiller, j'aurai fait au moins un bon gros cycle. Ça m'aura servi à quelque chose, parce que j'aurai récupéré, et je serai dans un état qui me permettra de me réveiller facilement. Parce que de se réveiller en milieu de cycle, c'est très compliqué. Et pas du tout, vu que ça coupe le cycle en cours, c'est pas du tout profitable. Alors les apports du dessin, en tant qu'entraîneur, je ne peux que préconiser une activité de dessin, hein, que ce soit pour les planètes ou pour le ciel profond. Là, j'ai pris un exemple de comète. Hein. Ça permet ça oblige à s'organiser, il faut savoir ce qu'on va dessiner. Puis s'organiser bien sûr en termes de matériel, hein, prévoir le cuir, la feuille à dessin, le stylo, etc. C'est encore plus astringent que d'autres activités visuelles. Ça oblige à se consacrer davantage à l'observation, notamment au niveau du temps, parce qu'on non seulement on va observer, mais il va falloir dessiner, donc ça double le temps. Et du coup, on va retourner à l'observation pour refixer, puis etc. Donc c'est un gain considérable de ce point de vue-là. Ça oblige à se concentrer sur la recherche de détails, puisque faire un dessin où il n'y a pas beaucoup de détails, bon, c'est pas très intéressant. Donc on se dit, on va patienter un petit peu, il y a bien quelque chose qui va apparaître, et bien ah oui, je vois quelque chose, donc je le couche sur le dessin. Puis ensuite, je vais chercher d'autres détails. Donc tout ça, ça contribue à prolonger l'observation et, comme on a vu au départ, augmenter l'expérience, augmenter l'apprentissage et permettre de fixer tous ces apprentissages en expérience. Et ça permet aussi également le dessin ça apprend à patienter, puisque on s'éblouit un petit peu en rallumant la lumière pour dessiner. Et donc il faut patienter avant de retrouver la pleine adaptation nocturne, même si on s'est éclairé en rouge faible. Il faut laisser un petit peu de temps à l'observateur, à l'œil en tout cas, pour retrouver son plein potentiel. En sport, un des dangers, c'est le surentraînement, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné, fatigué, et on arrive un peu au bout, hein, fatigue physique, épuisement mental d'ailleurs, hein. Donc on se démotive, on peut se blesser. Donc là, les blessures, c'est assez courant dans l'activité sportive, parce que même si on est en plein boom, on s'en rend pas forcément compte, les endorphines faisant que on est un petit peu moins alerte et un petit peu moins à l'écoute de son corps, et du coup le corps lâche, et là le message nerveux est péremptoire, on doit s'arrêter, on a mal, et on sait qu'on s'est blessé. Donc pour un sportif, généralement c'est provisoire, parce qu'on se répare assez vite. Il peut y avoir certaines séquelles, bien sûr, à long terme, hein, si on a un accident un peu plus grave. Mais les accidents physiques bénins, on va dire, enfin classiques, sont assez réparables en sport, du moment qu'on s'astreint à une bonne remise en forme chez le kiné et un bon cycle de soins. Par contre, en astronomie, les défauts visuels, ils sont généralement définitifs. D'accord ? Donc il faudra éviter de se blesser l'œil, hein, de regarder le soleil sans filtre, parce que là, par contre, il n'y aura pas de guérison possible sur ce genre de blessure. Après, le reste du temps, l'œil, voilà,
qui est vieilli doucement mais sûrement, mais pas brutalement, hormis ces conditions extrêmement rares. Pour le planétaire, alors j'en ai un petit peu moins parlé parce que c'est moins ma tasse de thé, et d'ailleurs je l'illustre là, hein. Vous avez des dessins de Serge Vieillard qui sont croisés avec les miens. Vous voyez que Serge, lui, pratique du ciel profond et des planètes, et il est excellent en planète. Moi, je ne pratique que le ciel profond. Les rares fois où je me mets dans le planétaire, voilà, j'obtiens un petit peu le genre de gribouillis que vous avez là. Même si je fais un peu de dessin et même si j'essaie d'observer un petit peu, vous constatez complètement mon manque d'expérience. Donc bon, même si les dessins de Serge là, été faits dans un télescope de 400, moi mes dessins c'est dans un 200 mm je crois, mais médaille d'or pour Serge, hein. J'ai échoué en qualification pour cette épreuve. Donc question finale, hein, le loisir ou le haut niveau, là c'est à vous de voir où vous vous situez. Je dirais il n'y a pas de jugement de valeur. On est tous un peu du loisir sur certains domaines. Regardez-moi dans le planétaire. Et peut-être un peu au niveau dans d'autres domaines. Voilà, le tout c'est d'essayer de progresser et de s'améliorer et de se faire plaisir surtout. Parce que même si on n'atteint jamais le haut niveau ou qu'on n'atteindra jamais, et ben le tout c'est de se faire plaisir en progressant et en voyant des choses intéressantes et qui se renouvellent un petit peu à chaque fois. Voilà, là je fais le crédit pour toutes les illustrations qui m'ont servi, donc vous retrouvez un petit peu tous les fournisseurs des images de cette présentation. C'est terminé. S'il y a des points qui vous paraissent importants et que j'ai pas bien détaillé, vous pouvez me poser des questions dans le fil de discussion qui est en dessous de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre, même si je vais pas y regarder très souvent, donc vous attendez pas à une réponse imminente. Mais n'hésitez pas à poser la question. Voilà.